Bonjour et bienvenue à la première session de notre événement Cyber Stories by Cyberforce. Toute cette semaine, dans le cadre de la Cyber Security Week, nous vous proposons un webinaire par jour. Aujourd'hui, le thème de notre session est Protecting Endpoints in the Age of Teleworks. Avec nous pour ce retour d'expérience, Alban Rocheteau, qui est responsable du SOC de Covea. Alban, si vous pouvez vous présenter un peu plus longuement. Merci de me permettre de parler de Covea. J'introduirai la session justement pour resituer le contexte de Covea. Donc Covea, c'est le leader français en assurance de biens et de responsabilité, qui est articulé autour de trois marques phares qui sont très connues en France. On parle ce sont des assurances donc mutuelles, de la GMF, de MAF et de MMA. Une caractéristique du groupe, c'est sa diversité. MAF et GMF sont ce qu'on appelle des MSI, des mutuelles sans intermédiaire. Et MMA est une mutuelle avec des agents généraux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français avec une grande capillarité. C'est un groupe donc mutualiste, qui se constitue, qui se consolide et qui s'harmonise depuis presque 10 ans maintenant. Et donc qui s'articule autour d'une harmonisation de l'ensemble de ces outils et de ces processus informatiques. Dans ce cadre-là, moi, au sein de la DTSI, donc la Direction Technologie Système d'Information, j'œuvre dans une direction qui s'appelle Infrastructure, Technologie et Services. Et je porte la responsabilité de ce qu'on a appelé le centre opérationnel de cybersécurité. Ce centre, il a plusieurs vocations. Il a une vocation effectivement à réaliser les activités de cybersurveillance. Donc on parle de détection et de réaction aux incidents de sécurité. Il opère effectivement le SIEM et l'EDR, on va en parler plus longuement, et il a aussi la responsabilité de toutes les solutions en termes d'administration et d'ingénierie de protection périmétrique. Et c'est une organisation qui est très récente dans notre groupe, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir. Notre histoire récente nous a fait accélérer notre prise de conscience sur la nécessité de grandir et de mettre à niveau notre capacité de résilience aux attaques informatiques. Et notre deuxième interlocuteur sera donc Nicolas Cotte, qui est Head of Solutions chez Tetris. Donc Tetris, Société française cybersécurité et partenaire de Prost. Nicolas, si vous pouvez vous présenter un peu plus. Bonjour, merci Basile déjà de nous inviter aujourd'hui dans ce webinaire. Donc Nicolas, moi je suis ancien RSSI. J'ai été dans mes vies antérieures le premier client des solutions Tetris, durant lesquelles j'ai eu la possibilité de déployer l'ensemble des technologies avant d'intégrer Tetris comme Head of Solution, avec comme mission d'accompagner nos clients stratégiques, mais également nos partenaires, au bénéfice de la cyber-résilience et de l'accélération et de l'adoption de ces plateformes. Merci. Donc le sujet du jour, c'est un retour d'expérience, donc c'est vraiment ce que vivent les clients sur une solution EDR et comment cela permet de protéger plus efficacement une organisation dans un contexte donc de télétravail et de manière générale, j'ai envie de dire, on a des devices qui sont de plus en plus mobiles, de plus en plus hétérogènes, et donc la question c'est comment on va pouvoir les protéger. Du coup, Alban, je me tourne vers vous. Si on parle de déploiement de protection endpoint chez Covea, qu'est-ce que ça représente un peu en termes de chiffres, en termes d'architecture? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éléments chiffrés? Donc le premier point, c'est qu'on travaille avec Tetris depuis 2017. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit déjà dans la durée. On a commencé effectivement par déployer ou commencer à déployer un EDR sur nos assets. Alors quand on parle d'assets, on parle plus particulièrement effectivement des postes de travail, mais ce qui était peut-être moins évident, c'est aussi sur la partie serveur.
Ce qui est important de noter, c'est que l'EDR vient en complément d'un antivirus. Il n'a pas remplacé l'antivirus. Les bases de signature, c'est un outil qui est venu en complément et qui a été installé progressivement. Donc, quand on parle de chiffres, de quoi on parle ? Covea, c'est 23 000 collaborateurs, c'est plus de 6 000 agents généraux, pour lesquels, donc les fameux agents généraux MMA, pour lesquels on fournit les postes de travail, et avec l'ensemble finalement de la compagnie, avec les serveurs, c'est à peu près 43 000 endpoints qui sont aujourd'hui protégés par un EDR. Ça représente à peu près 33 000 postes de travail et un peu moins de 10 000 serveurs. Alors, évidemment, les chiffres varient tous les jours, parce qu'on verra, on a un enjeu d'être tout le temps à jour et de tout le temps s'assurer que nos endpoints sont protégés par un EDR. D'accord. Et sinon, en termes de protection proprement dite, est-ce que vous avez une expérience à nous partager sur est-ce qu'effectivement un EDR, qu'est-ce que ça apporte à une compagnie comme la vôtre ? Oui, clairement, puisque alors c'est sur la place publique. Covea et plus particulièrement la marque MMA a subi une cyberattaque majeure en juillet 2020. Et ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que je faisais partie des collaborateurs qui étaient aux avant-postes de cette cyberattaque. Et ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que alors déjà, la cyberattaque a été majeure puisque on a eu un arrêt de service d'environ 15 jours. On va dire une semaine pour bien comprendre, bien délimiter ce qui nous était arrivé et une semaine pour reconstruire en partie et couvrir les dommages qui avaient été causés au système d'information. Ce qu'on peut dire, c'est que je vais être très très simple, et puisque ça c'est un observable, on parle d'attaque ransomware, donc de programmes malveillants dont l'objectif était de chiffrer les disques durs. Partout, sur tous les assets où on a eu l'EDR Tetris, les assets n'ont pas subi l'attaque de chiffrement du ransomware. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une attaque relativement contenue et avec des dommages finalement limités. Très bien. Alors, quand on parle de ransomware, je vais me tourner vers Nicolas. Un ransomware, pour que les gens se rendent compte, les vitesses de propagation, et ça pourra élargir sur des sujets comme l'automatisation. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'un ransomware exactement ? Quand on parle d'un ransomware, en moyenne, là sur des observations qu'on a pu faire, mais on a vu également des chiffres qui sont beaucoup plus élevés qu'on a pu mesurer, ça peut être très rapidement plus de 500 postes par minute qui sont compromis et qui sont perdus pour l'entreprise qui est ciblée. Donc on se rend compte tout de suite qu'une attaque, si elle arrive en parallèle sur plusieurs machines, qui elles-mêmes se propagent chacune d'entre elles sur plus de 500 machines en parallèle, on se rend compte qu'il devient impossible de gérer au sens de contenir la menace, de la stopper et de l'empêcher de continuer avec des moyens humains, et que c'est là l'automatisation qui va prendre le relais. Sur une attaque, ça veut dire que le temps que ça soit pris en charge par un analyste, que l'analyste se rende compte de ce qui est en train de passer, il peut se passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et c'est autant de machines qui sont perdues. Et comme c'est des choses qui se passent en parallèle, très rapidement, des entreprises de taille moyenne, de grande taille, peuvent se retrouver complètement rayées de la carte d'un point de vue SI parce que la menace n'a pas été stoppée. Et alors, donc on va parler du challenge, et vraiment c'est ça qui introduit cette automatisation, c'est comment on passe dans des conditions asymétriques, attaquant-défenseur, d'un temps homme à un temps machine, pour protéger l'entreprise et stopper net ces lignes de feu.
Alors, on parle d'automatisation quand on parle de SOC et d'EDR, mais on parle aussi de corrélation. Alors là, je me tourne vers Alban. Pour le SOC de Covea, je ne sais pas si vous avez quelques chiffres à donner pour que les gens se rendent compte. Qu'est-ce que c'est un SOC? Quel est le nombre de logs qui peuvent arriver à chaque minute ou chaque jour ou chaque semaine? Et comment faire le tri dans toute cette information, ce flux d'informations qui arrive sur un SIEM, entre effectivement une attaque réelle et peut-être juste des signaux qui, on va dire, sont du bruit de fond venant d'Internet? Écoutez, ce que je peux partager avec vous, c'est très concrètement, c'est qu'effectivement, il est très important de construire un reporting opérationnel et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai réalisé le reporting auprès de ma direction. Ce que je peux partager, c'est qu'on parle des mois d'été, donc on va parler du temps elapse entre le 1er juillet et le 31 août. Ça représente 64 milliards d'événements unitaires qu'on a envoyés vers notre SIEM qui est également opéré par Tetris. Sur ces 64 milliards, c'est à peu près 8 milliards d'événements qui sont des événements de sécurité. Donc ça constitue un premier filtre. Sur ces 8 milliards, on a déclenché environ 117 millions de règles. Les règles importantes, c'est le dernier niveau de filtrage ou l'avant-dernier niveau de filtrage. Ça représente environ 60 millions de règles qui ont été de règles importantes qui ont été déclenchées. Et à partir de là, donc les analystes Tetris ont réalisé les corrélations à partir effectivement de leur connaissance des événements et en les associant. La corrélation, c'est la capacité à associer des événements entre eux pour générer une alerte vers les équipes SOC de Covea. Et c'est 38 incidents donc, qui sont que l'on traite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incident? C'est un malware qui est détecté sur un poste de travail, c'est une trop nombreuse tentative de connexion sur un poste de travail, ou un poste de travail ou un serveur, ce sont des illustrations. Ça peut être des ransomware qui sont bloqués, et on en a. Voilà, sur les 2 derniers mois, on en a. Et donc, ça représente l'automatisation, c'est indispensable. On ne peut pas faire sans. Il y a tellement d'événements que c'est ingérable à l'échelle humaine. Donc, il faut ce tamis, et c'est toute l'intelligence d'une solution SIEM et d'une solution EDR associée au SIEM qui nous permettent d'être pertinents, parce qu'il y a un double enjeu, c'est la pertinence des alertes, c'est de ne pas en louper, et le deuxième enjeu, c'est de ne pas en avoir trop. C'est-à-dire que si on est noyé dans trop d'incidents, on a l'incapacité de traiter. Et si on a l'incapacité de le traiter, ça veut dire qu'on loupera peut-être les incidents les plus importants. Oui, effectivement. Donc c'est des témoignages vraiment intéressants parce qu'effectivement, on se rend compte avec ces chiffres que même en ayant une armée d'analystes SOC, traiter des millions et des millions d'événements sur 2 mois, à part avoir des robots, effectivement, c'est pas possible et on comprend effectivement les enjeux de cette automatisation. Alors j'ai envie aussi de dire, même si on a cette automatisation, cette corrélation, au final, on a quand même des analystes qui est un métier quand même assez spécifique, avec des compétences spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Nicolas ou Alban, parce que cette partie humaine reste quand même importante dans un SOC, je pense. Alors, le rôle de l'analyste, donc il va utiliser des alertes donc émanant de la plateforme, puisqu'on est dans une logique plus produit, mais vraiment dans une logique de plateforme. Et cette plateforme, on parle en développement agile du shift to the left, qui est de rendre du temps aux analystes pour se concentrer là où il y a de la valeur ajoutée. Donc, le rôle de l'analyste, ça va être de créer les dispositifs de corrélation pour compléter, mais de s'appuyer sur des capacités de détection. On parle d'intelligence artificielle, de machine learning, on parle de deep learning pour venir aider au diagnostic. On parle du EBA même. Donc, si on prend de la hauteur, mais pas en logique unitaire produit, mais en logique plateforme, puisque la menace va être détectée de manière multidimensionnelle. On peut prendre un exemple. Prenons une attaque moderne qu'on retrouve assez typiquement dans une campagne de ransomware. C'est une attaque par phishing
Donc, il y a déjà la passerelle de sécurité de la messagerie, il y a l'antivirus poste de travail, il y a l'EDR, il y a le SIEM, et c'est uniquement en ayant cette vision de bout en bout transverse qu'on a cette capacité de prendre la décision de dire on stoppe la ligne a peut-être déjà été stoppée par l'EDR, par le PP, ou directement suite à une corrélation côté SIEM avec une mise en œuvre côté outils périmétriques, et ça pourrait faire une protection mail to endpoint directement. Donc ce sujet de l'automatisation, c'est mieux détecter, c'est mieux protéger. Donc on va pouvoir décliner les politiques de sécurité dans le SI, mais c'est aussi mieux répondre puisque la menace va être figée, et à partir du moment où on fiche cette menace, on rend le temps aux analystes pour faire le job, pour faire ces investigations, pour faire ces escalades managériales et permettre cette continuité d'activité, cette reprise d'activité qui est un réassessment des applications métiers qu'on rend aux utilisateurs pour permettre le retour en mode nominal. Et là, du coup, alors c'est intéressant, je me tourne vers Alban, parce que quand on prend une solution EDR, c'est souvent beaucoup d'informations, un outillage assez complexe. Est-ce que ça a pu vous aider aussi dans la montée en maturité du service que vous dirigez au niveau de Covéa, pour faire monter, on va dire, la maturité cyber de Covéa en général à l'aide de ces outils? Si on refait un petit peu l'histoire, je pense qu'on fait partie des entreprises qui n'avait pas une très très grande culture cyber. Alors ça s'explique par plein de raisons. En partie par le fait qu'on plus tardivement les contraintes réglementaires par rapport au monde bancaire, dans le monde de l'assurance, sont arrivées un peu plus tardivement. Sans doute aussi une conscience de l'importance de la sécurité, mais un business assurantiel ou qui passait avant, et une sécurité qui n'était pas forcément inscrite dans nos processus de build. Donc on a fait comme tout le monde, on a mis des antivirus. Je pense qu'on a, j'en suis même certain, une protection périmétrique à l'état de l'art. Pas de retard sur ces points-là. En 2017, la prise de conscience que l'antivirus ne suffit pas, l'ajout progressif d'un EDR. Le SIEM est arrivé, l'équipe sécurité, mais qui n'avait pas une haute visibilité dans l'organisation avant la cyberattaque. Un SIEM qui s'est mis progressivement en place, mais je dirais la cyberattaque, c'est une crise qui a déclenché une prise de conscience et une opportunité dans l'entreprise. Une prise de conscience que on peut plus faire comme avant, on peut plus prendre notre temps, d'où la construction de l'équipe cyber, d'où l'ensemble de l'outillage, l'accélération des travaux d'automatisation. Et c'est la montée en maturité, elle a été accélérée par la cyberattaque, mais il y a une vraie montée en maturité, c'est-à-dire que c'est installé dans l'entreprise. Ça commence par les utilisateurs, hein. La première chaîne, le premier maillon de la sécurité, c'est l'utilisateur. Ce sont des webinars sur les mots de passe, c'est des campagnes de phishing, c'est d'expliquer en quoi la sécurité nous expose notre business, expose les données de nos clients, et puis une accélération j'ai parlé de la cyberattaque, mais une accélération aussi réglementaire. On va parler effectivement la RGPD qui date déjà de 2018, mais aussi une contrainte réglementaire et qui est, on va dire, dont le leadership est côté ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, où en mois de mars 2020 nous avons été déclarés OSE, donc c'est opérateur de services essentiels. Et derrière cette déclaration, enfin cette
affectation de rôle, s'ensuit une contrainte réglementaire avec un certain nombre de règles à se conformer. L'EDR est une bonne pratique, on doit avoir un EDR, mais pas que, c'est de la segmentation du réseau, c'est de l'architecture, c'est aussi du processus. Comment doit s'opérer une cybersurveillance, comment doit opérer un SOC, et c'est quelque part notre réponse, c'est d'afficher la cybersécurité au plus haut dans notre organisation, d'afficher également une direction risque et sécurité qui est une maîtrise d'ouvrage qui quelque part édicte les tables de la loi et effectivement de les décliner de manière opérationnelle dans nos systèmes d'information et dans la manière de les fabriquer. Alors, vous avez parlé RGPD, du coup j'en profite pour rebondir sur un sujet. On sait que de plus en plus on parle souveraineté. Tetris est une solution européenne, alors française à la base, mais on va dire européenne dans un cadre plus large. Bon, il y a assez peu d'EDR européens, la plupart des gros players sont quand même américains. Est-ce que ça a été un choix dans votre choix Tetris ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez de votre côté? On n'a pas, je dirais chez Covea, on n'est pas tenu encore aujourd'hui de choisir des solutions souveraines et c'était pas dans notre culture. Mais la réglementation, alors notre culture c'était de choisir la solution quelle qu'elle soit, qui soit la mieux adaptée à notre besoin et on cherchait l'optimal en termes de réponse aux besoins, en termes économiques, que ce soit dans la phase de build ou dans la phase de run et d'exploitation. Ce qui change, c'est qu'avec la réglementation RGPD notamment, les données de nos clients doivent être en Europe. On a des relations du fait qu'on soit OSE privilégiés avec les organismes d'État et notamment l'ANSSI qui promeut le SecNum Cloud, les clouds souverains. Alors pourquoi on n'est pas encore très avancé dans cette démarche vis-à-vis de la souveraineté, c'est que je dirais, dans l'assurance, c'est on ne manipule que de la donnée. On vend pas une voiture, on vend pas une bouteille, on vend pas une boîte de conserve, on vend quelque chose d'immatériel. On vend une garantie. On vend une garantie que si jamais il vous arrive un pépin, on sera là pour vous soutenir et honorer les garanties qu'on a prises avec vous. Donc c'est de l'immatériel, donc c'est de l'information. Et donc tout est système d'information. Donc on fait de l'informatique depuis que l'informatique existe. Ça veut dire, la contrepartie, c'est qu'on a un legacy qui est très, très, très présent. Et donc, un legacy, c'est essentiellement construit on-prem. Et progressivement, parce qu'on doit de l'agilité, on doit évoluer rapidement, nos solutions, et on a un mouvement dans le cadre de la construction de l'informatique de demain, l'informatique de Covea, l'informatique groupe, qui n'est pas une informatique marque, en tout cas, on a un mouvement pour aller vers les solutions cloud. Et logiquement, les questions de souveraineté se posent et elles vont se poser de plus en plus. Notre RSSI, notre DSSI, j'ai pu échanger très récemment avec lui sur ce point, me dit qu'il va y avoir un mouvement vers effectivement davantage d'attention sur la souveraineté et probablement que nos choix vont s'inscrire dans l'aspect souverain de nos assets, afin de garantir la maîtrise, encore une fois, au bénéfice de nos clients. Du coup, je me tourne vers Nicolas. Alors, juste une remarque. Donc, on constate que vous n'avez pas choisi Tetris pour des questions de souveraineté, mais déjà pour des questions de performance, parce que c'était le bon outil. Je me tourne vers Nicolas. Effectivement, sur ce sujet de souveraineté, je pense que vous avez pas mal de clients en France qui doivent se tourner vers vous. Microsoft, récemment, a avoué qu'un tiers des demandes d'accès aux données par le gouvernement américain étaient classifiées secret défense. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils demandent à accéder aux données, ils ne vous disent pas pourquoi. Quelle est la position de Tetris à ce sujet, un peu? La souveraineté est un enjeu, bien évidemment d'emploi, bien évidemment d'intelligence économique, mais c'est également un enjeu d'éthique chez Tetris. Toutes nos infrastructures sont dédiées par client dans une plateforme hébergée en Europe. Nous avons conçu des dispositifs différenciants dans le sens éthique où même pour aller identifier, protéger, détecter, réagir
comme diraient les Américains à travers le NIST, ils ont besoin d'accéder aux données métiers. Ils ont besoin d'un remote shell, d'avoir à portée de main tous les éléments, la propriété intellectuelle, les secrets de l'entreprise. Chez Tetris, nous avons développé des solutions, EDR par exemple, où on va pouvoir faire ces actions identifier, protéger, détecter, réagir, investiguer, sans avoir besoin d'en connaître et d'accéder à ces données métiers. Au-delà de cela, on a construit donc nos solutions sur des plateformes dédiées qui peuvent être maintenant certifiées Secnum Cloud et qui mettent l'ensemble des données de nos clients hors de portée des lois extraterritoriales étrangères à l'Europe, mais également qui assurent que les données, nos clients sont au courant où elles sont localisées, qui accèdent aux données et surtout elles sont GAFAM free. Donc, on protège les clients à la fois sur l'enjeu d'intelligence économique, d'espionnage, sabotage, mais également de potentiel accès indu à ces données par des entités ou des organismes tiers. Parfait, merci. Écoutez, je pense que c'est un sujet effectivement qui est vraiment qui est de plus en plus d'actualité. Bon, il y a quand même quelques news récentes où on peut supposer qu'il y a eu quelques espionnages informatiques ou quelques espionnages industriels qui a touché des sociétés françaises. Et effectivement, je pense que, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de sociétés, je pense qu'effectivement, garantir un minimum de confidentialité et éviter à certains autres États d'accéder à nos données, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus crucial. Alors, je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter tous les trois de SOC et de protection. C'est un sujet assez vaste. J'ai envie de passer à la conclusion quand même. Je vais vous donner la parole chacun à votre tour. Si vous deviez faire une petite conclusion sur comment protéger un parc de endpoint, comment bien se protéger. On voit de toute façon de plus en plus, ça fait la une des journaux. Il y a 15 ans, moi, quand j'ai commencé, 15-20 ans maintenant, 20 ans, quand j'ai commencé à travailler en cybersécurité, c'était un peu comme les accidents de voiture, ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis à force de voir des accidents, les gens se rendent compte que ça peut arriver à tout le monde. Je vais d'abord me tourner vers Alban. Si vous deviez résumer, on va dire, ou conclure sur comment bien protéger son parc de endpoint et donner votre retour d'expérience et donner à des entreprises qui n'ont peut-être pas votre niveau de maturité, quelles sont les étapes et comment faire pour bien protéger ces endpoints. Écoutez, tout à l'heure, quand on a démarré, ou un petit peu avant, on se posait la question de savoir si on allait faire le webinaire en anglais. Si je peux utiliser l'anglais, pour moi, le DR, c'est pas une option, c'est un must-have. C'est incontournable d'avoir un EDR. L'antivirus ne suffit pas. C'est très simple pour moi à comprendre, puisqu'un antivirus, on va dire basiquement, est basé sur une base de signatures. Il compare, il check des programmes, ce qui se passe, un certain nombre de choses, et il compare ça à une base de signatures qui est statique. C'est performant, ça va arrêter, ça va passer au tamis, on va dire les vieilles attaques ou les attaques qui sont connues, mais rien ne vaut un EDR parce que il a l'intelligence du comportement. Il verra peut-être pas tout, mais moi, en tout cas chez Covea, on dort plus tranquille quand on a l'EDR et sur nos assets, et quand on l'a pas, ça nous stresse. Et c'est un enjeu quotidien, c'est quelque chose qu'on surveille. Puisque quand on a un parc aussi étendu que le nôtre, il est tout à fait possible d'avoir des écarts entre le nombre de postes qui sont sur le réseau. Alors c'est extrêmement faible, évidemment, et les EDR qui sont déployés. C'est toujours une source d'inquiétude pour nous et il y a toujours une action de remédiation derrière. Donc c'est un incontournable, si je peux conclure là-dessus. Et évidemment, ça alimente derrière le SIEM, ça donne des capacités d'analyse, ça donne des capacités de compréhension, bien sûr, mais d'abord, ça nous protège. Et alors Nicolas, vous qui côtoyez beaucoup de clients justement qui viennent vous voir pour avoir un EDR, pour protéger leurs assets, qu'est-ce que quelles sont leurs inquiétudes et comment vous les aidez, les accompagner finalement à mieux se protéger et comme dit Alban, et je pense que moi aussi en tant que responsable de SOC, je comprends sa remarque, à mieux dormir. L'EDR est le moyen de détection et de réponse au sein du SI et qui a l'avantage par rapport à d'autres technologies qu'on peut retrouver sur le marché, comme des NDR ou comme d'autres solutions, d'avoir une capacité d'être au grain le plus fin.
le grain le plus fin dans l'entreprise, c'est le poste de travail, c'est le serveur, c'est le mobile. Donc, à partir de ce moment-là, avoir une menace qui est globale, mais on peut avoir une réponse tant locale que globale, mais avec une capacité d'automatisation qui réduit ce temps de réaction au plus proche de zéro, le down to zéro, le shift to the left, qui permet de bloquer, isoler et répondre dans des temps qui ne sont pas accessibles si on n'a pas ces capacités-là, si on n'a pas ces moyens d'automatisation, et donc de permettre aux entreprises d'être plus résilientes. Donc s'il y a un choix à faire, c'est l'EDR d'abord, et après on vient compléter, comme l'a dit Alban, avec d'autres capacités autour, comme du SIEM, comme du SOAR, pour constituer cet écosystème de défense, de passer d'une logique produit à une logique plateforme, comme se transforment les entreprises qui sont de plus en plus à la fois ouvertes, à la fois communicantes et interdépendantes les unes envers les autres. Écoutez, un grand merci à tous les deux pour votre participation, un grand merci à tous les gens qui nous ont écoutés, et donc maintenant on va pouvoir passer à une session de questions-réponses. Merci à tous. Merci. Merci. Rebonjour à tous. Merci à tous d'avoir assisté à cette session donc, sur la partie EDR et comment protéger vos endpoints. On va directement passer aux questions. Et la première question, elle est en anglais, mais je vais la traduire en français. Mon niveau d'anglais me le permet. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de les signatures et les performances d'un EPP EDR comme Tetris sur les machines? Donc là, je vais peut-être laisser parler Alban en premier. En fait, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Côté Covea, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, aujourd'hui, on a le DR Tetris, on a un antivirus sur nos postes de travail. Globalement, c'est des agents qui s'installent sur le poste de travail. Globalement, ce sont des agents qui ne posent pas de difficultés de performance. Pour autant, dans la phase de mise en œuvre, il arrive que ces outils, que ça soit l'antivirus ou que ça soit le DR, d'ailleurs, il n'y a pas fondamentalement de différence. Comme la vocation de ces outils, c'est de pouvoir bloquer des menaces ou des actes malveillants sur le poste de travail. Et donc, dans la phase de mise en œuvre, lorsque vous avez un large parc applicatif, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des faux positifs et qu'il y ait besoin en fait de paramétrer un peu plus finement l'outil, alors sous forme de liste blanche ou pour ne pas nuire aux performances sur le poste de travail. Ça nous est arrivé. Je dirais aujourd'hui, après on a globalement maintenant plus d'1 an et demi de retour d'expérience sur Tetris. Sur notre antivirus, on est à près de 4 ans de retour d'expérience. Parce que quand on a construit un poste unique, un poste de travail unique pour le groupe Covea, on l'a construit, on l'a mis en œuvre à partir de 2018. Pour autant, l'antivirus avait été mis sur le parc existant depuis à peu près mi-2016. Sur un parc d'environ 40 000 postes de travail. On a eu quelques problèmes de performance, de tuning. Ça peut nous arriver encore. C'est quand même maintenant très rare et c'est plutôt très stable. Donc on n'a pas d'impact de performance une fois cette étape de mise au point terminée. Et on est sur un parc d'à peu près de 1500 applications, ce qui commence quand même à être assez significatif. Merci Alban. Alors une autre question, on va dire que suite à celle-là aussi, une question que les gens qui fournissent des EDR doivent pas mal entendre, c'est j'ai déjà par exemple un Trend Micro, j'ai déjà un Defender de Microsoft, j'ai déjà un antivirus Sophos, peu importe, je dis plein de marques. Est-ce que ça fait du sens de rajouter un EDR Tetris par-dessus? Alors, je ne sais pas si Nicolas… C'est Nicolas, peut-être que je vais répondre en premier. Oui. Je vais dire tout simplement, MMA, et c'est de notoriété publique parce que c'est paru dans les journaux, a subi une cyberattaque majeure en juillet 2020 qui a produit un blackout d'une quinzaine de jours. Et donc, c'était une attaque de type ransomware. Donc, un certain nombre de nos postes de travail ont été chiffrés. Ceux qui n'ont pas été chiffrés, c'est ceux qui avaient le DR.
Voilà, Kaspersky n'a pas bloqué les opérations de chiffrement réalisées par le ransomware. Voilà, c'est tout. Voilà, je crois que c'est plutôt clair comme réponse. Nicolas, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, bah, de manière complémentaire, les clients ont bien souvent un EPP en place, donc par exemple comme le Microsoft Defender, et on se complète très naturellement avec l'EDR de Tetris. Et ce que l'on constate, c'est que lors de la fin de contrat de ce contrat EPP, il est remis en concurrence et de manière constatée et factuelle, on gagne cette brique EPP pour avoir le package complet de la protection sur les postes de travail et sur les serveurs avec ce duo EDR-EPP. Alors ça, effectivement, si je peux me permettre de compléter, Nicolas, c'est pas, c'est peut-être, j'aurais peut-être dû dire cela en introduction, c'est pas l'un ou l'autre. Si la question peut se poser parmi vous, c'est l'un et l'autre. Je crois que c'est plutôt clair. Alors, une autre question, pareil, alors on nous demande quels seraient les avantages d'une solution comme Tetris versus un Darktrace, par exemple. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais quand même préciser ce qu'est Darktrace. Donc, Darktrace, c'est une sonde réseau qui vont dire, pour faire simple, on va dire c'est comme un IPS intelligent, donc qui va capturer le trafic réseau et qui, elle aussi, embarque des actions de blocage des machines, etc. Alors, je vais peut-être laisser Nicolas répondre. Il y en a une, enfin, je peux donner des premiers éléments de réponse. Il y en a un Tetris qui est sur le endpoint, là où Darktrace travaille au niveau du réseau. Mais je ne sais pas si Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose. Non, je vais compléter. Donc, le Tetris, la plateforme XDR de Tetris, c'est une plateforme globale qui dispose de capacités de protection des endpoints avec l'EDR, le PP et également le MTD pour les mobiles, de capacités de détection et de protection des réseaux avec du NTA, du Deceptive, du DNS Firewall, du ZTR, là où et du SIEM. Donc, c'est cet ensemble-là avec le SOAR, avec l'IA qui constitue la XDR de Tetris, là aujourd'hui où un Darktrace vient du monde du réseau et doit s'appuyer donc sur un ensemble de produits tiers pour couvrir les endpoints. Darktrace est avant tout une sonde réseau avec des points particuliers qui fonctionnent très bien dans un SI d'entreprise, mais pas en situation de mobilité complète. Merci Nicolas. Alors, il y a une autre question, mais du coup, on y a répondu. C'était EDR ou XDR. Donc, la solution Tetris, c'est une solution XDR complète. Voilà, je réponds rapidement à cette question-là, tout seul. Petite question aussi intéressante. Le niveau de complexité pour un attaquant pour désactiver la solution Tetris. Imaginons que vous ayez un laptop qui est compromis par une campagne de phishing. Quel va être le niveau de complexité pour l'attaquant pour désactiver la solution Tetris, par exemple? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Non, je vais pas. Vas-y, Nicolas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un point effectivement d'échange avec Tetris, entre Covea et Tetris sur ce point, puisque il est possible de désactiver Tetris à partir de droits administrateurs dès lors il faut ne pas être connecté aux appliances. Donc c'est des situations qui peuvent arriver. Nicolas, tu compléteras, hein, mais il y a un travail qui est fait par Tetris effectivement pour adresser je ne sais pas si on doit considérer ça comme une faille, mais comme un souci potentiel. Alors, la protection de l'agent EDR est effective pour des utilisateurs, évidemment, de la machine. Il est protégé donc au niveau du kernel et seul à un haut niveau de privilège, mais ce qui est, on va dire, normal dans un certain nombre d'environnements, permet effectivement de venir modifier cette protection et on est dans une logique d'amélioration continue pour faire face à la créativité des différentes méthodes, des différents groupes qui essayent de désactiver les protections pour rendre cela de plus en plus complexe et que dans le temps, quelque chose qui est vrai à un instant T ne le soit pas demain. Et aujourd'hui, dans les parcs que l'on constate, où les équipements sont connectés, les équipements sont protégés par la solution, on a des traces, on a des capacités de blocage, on a des capacités pour freiner, pour réfréner, sachant que quand un attaquant en est à l'état
de vouloir désactiver une protection telle qu'un EDR, il a déjà mené moult actions au préalable qui auraient pu être bloquées, que ce soit sur de la prise à distance, de l'élévation de privilèges. Donc, on est sur de la défense en profondeur des dispositifs intrinsèques à la plateforme, et c'est ce qui apporte une résilience dans le mode de fonctionnement. Ok, merci Nicolas. Alors une autre, justement, une question un peu technique, un peu précise, mais quels sont les types d'actions automatisées que peut prendre l'agent EDR? Par exemple, tuer de processus, shot de carte réseau, etc., etc. Est-ce que vous pouvez donner un petit aperçu des panels d'actions que peut prendre la solution Tetris quand elle détecte quelque chose de malveillant? Je vais laisser Nicolas détailler, mais effectivement, l'EDR peut bloquer des actions malveillantes identifiées, mais vous pouvez aussi le mettre en mode d'inspection, quoi. Mais, en tout cas, chez nous, il est mis en mode blocage. Puisqu'il s'est passé l'année dernière, ça nous a quand même invité à être le plus prudent, les plus prudents possibles. En complément, donc, quand on parle de détection, de protection augmentée ou automatisée, donc on a des capacités d'automatisation de la détection, donc avec de l'enrichissement au travers de la CTI, au travers de l'IA, au travers de Sandbox, par l'orchestration au travers du SOAR interne entre tous les modules de la plateforme Tetris, mais également les autres produits Tetris, par exemple des interactions entre l'EDR, l'EPP de Tetris, et cette ouverture vers l'écosystème qui permet d'aller plus loin à ce titre-là. On a annoncé début du mois de septembre des partenariats dans le cadre de l'initiative OpenXDR pour faire par exemple de la défense en profondeur sur une chaîne email to endpoint. Donc, bien sûr, on tue des processus, on isole des machines, on fait de la mise en quarantaine, mais ça dans une logique d'écosystème. Et ce degré d'automatisation est en production chez nos clients depuis 2015. Donc, on a un track of record de plus de 6 ans sur le sujet chez nos clients dans plus de 100 pays. Ok. Alors, une question, peut-être la dernière qu'on va pouvoir prendre. Mais une question très simple que les gens peuvent se poser. Qu'est-ce qui se passe pour un utilisateur qui est en voyage avec sa machine et par exemple qui ne serait pas connecté à la console XDR Tetris en cloud? Juste pour rassurer peut-être les futurs clients de Tetris. Est-ce que la solution se défend toute seule? La solution se défend, donc elle a l'EDR, elle a l'EPP, et surtout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un endpoint qui n'a pas de connectivité au réseau n'aura pas de connectivité vers des commandes de contrôle, n'aura pas de capacité aussi augmentée d'attaquer. Donc, les contraintes que l'on pourrait subir d'être dans une logique déconnectée en tant que défenseur, les attaquants ont les mêmes contraintes en tant qu'attaquants pour mettre à bien leurs menaces. Je peux compléter si tu veux, Nicolas, parce que ça a été un sujet chez nous. Et en fait, il faut simplement mettre en œuvre des appliances Tetris dans les DMZ pour qu'elles soient, si l'appareil se connecte à Internet et du coup qu'il a une connectivité, qu'il puisse discuter avec ces appliances et donc pouvoir être opéré à distance. Et ça fonctionne très bien. Ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, encore une autre question. Alors, ça arrive en direct devant mes yeux. J'attends la fin. Alors, on nous demande, donc c'est une question pour Nicolas, depuis que Tetris est sur le marché, pourquoi ne pas avoir participé aux évaluations MITRE? Alors, nous participons à d'autres évaluations, entre autres une évaluation annuelle auprès de SKD Lab, donc qui reprend, on va dire, un certain nombre de points communs avec le MITRE et dont l'objectif est de démontrer une capacité à détecter, une capacité à trier les menaces. Voilà. Après, bon, pour les évaluations MITRE, si vous regardez la dernière qui a été faite sur les antivirus, tous les fabricants d'antivirus la prennent pour dire qu'ils sont les meilleurs. C'est un peu comme l'école des fans. Tout le monde a 10. Donc, voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi la session. Je vous invite à suivre les prochains épisodes de cette session Cyber Stories qui vont venir les jours qui viennent. Et vous êtes tous cordialement invités à nous retrouver au Closing Event vendredi. Voilà, merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci Alban et Nicolas pour votre participation très intéressante et je pense un vrai retour d'expérience puisque c'est vraiment du concret sur ce qu'apporte une solution DR pour protéger les endpoints d'une entreprise en 2021. Merci.